Nous sommes avec Daniel Abadi, qui est le commissaire de l'exposition consacrée à Léopold Sauvage. Cette exposition se tient au musée Jan Kelevich pendant plusieurs semaines. Alors, monsieur Abadi, Léopold Sauvage, en quelques mots, vous l'avez connu, vous l'avez croisé une fois, qu'est-ce qu'on peut dire de lui? D'ailleurs, le titre, abstrait ou cubiste, pourquoi un tel titre? Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question. Je commence par la fin, abstrait ou cubiste, pourquoi? C'est parce qu'en effet, en 1913-1914, il va, avec une vitesse extraordinaire, passer d'œuvres totalement abstraites. Il va pratiquer des œuvres complètement abstraites qui, pour lui, sont une transposition de l'univers musical, c'est-à-dire qu'il lui donne d'un seul coup la cadence, le rythme et la durée dans le temps. Car ce qu'il imagine de faire, ce ne sont pas des tableaux, mais d'un film en couleur qui serait projeté, alors que le cinéma vient d'être inventé par les frères Gaumont à peine, même pas 20 ans avant. Lui envisage que le cinéma pourrait être un vecteur aussi fort que la peinture. Et puis, finalement, tout s'écroule parce que lorsqu'il propose à Léon Gaumont de réaliser le film, celui-ci lui répond le dernier jour de juillet 1914, c'est-à-dire que le lendemain, c'est la mobilisation générale et c'est la guerre pendant 4 ans. Donc, le film, c'était bien évidemment quelque chose qu'on devait oublier dans une chose de ce genre. Et parallèlement à ça, quand il reprend, son travail s'oriente vers une relecture du cubisme. C'est-à-dire que le cubisme avait, à ses yeux, une défiance, une erreur fondamentale. Le cubisme n'existait que pour des choses petites autour desquelles on pouvait tourner. C'est-à-dire que dans le fond, tout ce que la peinture cubiste montrait, c'était des aspects extérieurs des choses. Et lui dit, ce qui est important, c'est l'espace autour. Et en ce sens, d'ailleurs, c'est une politique, une pensée très moderne. C'est ce que les artistes des années 80 ont fait, alors qu'on est en 1914, lorsqu'il a ce genre d'idée. Bon. Et cette idée, justement, que le cubisme devrait être autre, va le séparer des cubistes, de Picasso, avec qui il était assez lié, mais qui trouve que quand même, il ne respecte pas les règles du jeu. Et à sa première exposition en 1917, Picasso sortira furieux de l'exposition en disant « Je ne comprends rien, je déteste ça ». Et Juan Gris, qui était plus honnête, dira il nous a complètement bluffé et il a trouvé la solution de l'espagnolette. L'espagnolette, c'est la clé qui permet d'ouvrir les fenêtres en 2 volets. Et en effet, ce qu'il avait réussi à faire, c'est rentrer l'air à l'intérieur de la peinture. Et c'est pour ça que cette alternative qui existe véritablement dans son œuvre m'a semblé une approche assez juste pour montrer que cette œuvre est beaucoup plus complexe en fait qu'on ne pourrait le croire au premier regard. J'ai envie de dire que si Léopold Sauvage vivait encore de nos jours et connaissait toutes les technologies modernes, j'ai bien l'impression qu'il ferait du 3D, qu'il ferait du cinéma. Écoutez, c'est très difficile de pouvoir se projeter. Moi, j'ai connu un très vieux monsieur, très calme, qui en fait ne s'intéressait quasiment plus, même pour alimenter sa peinture, qu'à des réflexions philosophiques. Et en particulier, même tout ce qui était métaphysique. Donc, je ne peux pas dire ce qu'il voudrait aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est que des tas de gens ont perçu dans ce qu'il avait fait des choses. Il y a le meilleur exemple que l'on peut donner, et qui est facile à visualiser comme ça pour un auditeur, c'est en 1937, le musée d'art moderne de New York achète 48 rythmes colorés, c'est-à-dire 48 éléments de ces images en mouvement pour sa collection. Et c'est exposé dans la grande exposition universelle qui a lieu à ce moment-là. 2 ans après, Walt Disney sort
tout son rapport avec la musique et la musique comme source de l'image en couleur. C'est ce que je me suis dit à un moment donné. Il a dû être frustré à un moment donné. Je n'ai pas osé intervenir. Léopold Sauvage, quand il a vu Walt Disney débarquer avec toute son artillerie, j'ai envie de dire. Oui, mais dans le fond, c'était quand même un des charmes qui n'est pas toujours évident chez les artistes. C'était quelqu'un qui, justement, n'avait pas de regrets. C'est-à-dire que, dans le fond, ce qui l'intéressait, c'était ce qu'il allait faire. Et le passé, évidemment, il était très content de montrer des choses. Moi, j'ai passé de longs moments dans l'atelier, à un moment, à faire l'inventaire de tout ce qui existait. Et donc, je retrouvais des choses, et je lui montrais des choses qu'il n'avait pas vues depuis 50 ans ou 60 ans. Il regardait, il était très content, il me disait « Ah ben ça, tu sais, c'était ça, c'était comme ceci, c'était comme cela. » Mais jamais il n'a dit « Quand je pense qu'ils ne se sont pas rendus compte de ce que je faisais à ce moment-là. » Non, ça ne l'intéressait pas. Alors, une période que j'aime bien, c'est sa période rose. Ben, c'est celle qui séduit le plus. D'abord parce que justement, la gamme de couleurs est tout à fait différente. C'est pour ça aussi qu'il y a ce point d'interrogation derrière Cubiste. Parce que le cubisme qui commence tout à fait dans les gris et dans les ocres, d'un seul coup, est transposé par lui dans des bleus et des roses absolument évanescents. Bon, ça fait partie justement de cette invention qu'il a. Il est un homme du Nord qui arrive et qui découvre la Méditerranée. C'est ce que Klee avait vécu quand il était allé au Maroc la première fois et qu'il écrit dans son carnet la couleur et moi sommes un, je suis peintre. Alors, vous parlez justement qu'il venait du Nord, il est né à Moscou. Est-ce qu'il a conservé un peu cette nostalgie ? C'est difficile à dire. Vous savez, je ne fabrique jamais les vies des gens que j'ai connus autrement que sur ce que je sais directement. Ce qui est sûr, c'est qu'il a toujours gardé une attention très grande. Il avait participé aux émeutes de 1905, c'est-à-dire la première tentative de révolution en Russie. C'est même sans doute ce qui a fait qu'en 1907-8, il a commencé à sérieusement vouloir quitter la Russie. Et puis, il est venu à Paris. Assez curieusement, par exemple, il semble avoir été assez inquiet de la dernière Russie qui apparaissait, au point de se faire refaire, puisque son père était finlandais, de se faire refaire une carte d'identité finlandaise par la France, bon, en 1920. Mais par contre, il n'a jamais manqué, enfin, il a fait ça 3 fois, hein, c'était pas tous les mois. Il a 3 fois envoyé un grand tableau de lui à Moscou comme cadeau, comme une espèce de mémoire de son rapport à l'URSS. J'ai envie de dire aussi sa dernière période, elle est quand même un peu mystique. Hein. Notamment, il a réalisé une grande fresque pour Liège. C'est vrai que c'est très mystique. Ah oui, mais il était un lecteur assidu de tous les grands penseurs mystiques de cette époque. Et il vivait ça, mais ce qui est très curieux, c'est que c'était indécelable dans le personnage qui restait très distancié. Et quelle est la position, allez, parlons, c'est peut-être plus terre à terre ce que je dis ici, mais Léopold Sauvage dans le monde, on trouve ses œuvres un petit peu partout, surtout aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, il y en a une quantité dans les musées américains parce que dans les années 20, il a été véritablement une vedette de l'art européen aux États-Unis. Il avait un des grands marchands de l'époque qui s'était occupé de son travail, qui a fait beaucoup d'expositions, etc. Et puis des collectionneurs de première importance, surtout des gens de Chicago, c'est-à-dire des gens plus austères que les New-Yorkais, mais parfois plus riches aussi.